Bienvenue dans Esprit d'équipe, un podcast proposé par Team Builders pour vous aider à cultiver une dynamique d'équipe saine. Aujourd'hui, on vous propose un format différent. On reçoit un invité, c'est le docteur Yaovi Atsu, as known as. À Sabiribiri sur Twitter. Les connaisseurs connaissent. Alors, je te laisse te présenter. Ok. Hmm. Je suis Yaovi Ametou Achu. Je suis médecin. Je suis en formation de spécialisation en médecine du travail. Je suis en troisième année. Je suis médecin à Wapco Bénin, l'entreprise de pipeline de Niger. Je suis aussi créateur de contenu sur les réseaux et j'aide les gens à atteindre leur objectif du côté de la santé, du sport et tout. Je fais du contenu éducatif, santé, bien-être, nutrition et je suis aussi passionné de fitness. Ça fait 5 ans de muscu. Génial. Alors, le sujet dont on va discuter aujourd'hui, c'est le suivant. Comment se relever en équipe après une crise? La vie d'un médecin du travail. Parce qu'on te reçoit en tant que médecin du travail. Bonjour. Alors, le sujet, je plante déjà, je décore. C'est ce sujet, on aborde aujourd'hui parce que la gestion des traumatismes après les crises dans une entreprise peut être délicate. Quand on parle de crise ici, on fait référence à tous les types de crises qui peuvent arriver. Accidents, licenciements massifs, crise sanitaire comme la COVID qu'on a connue, etc. Donc, c'est toujours un gros défi après avoir passé une période de soubresaut dans une entreprise, de reprendre la vie comme elle était avant. Donc, la discussion que nous allons avoir aujourd'hui, elle porte essentiellement sur les principales conséquences qu'une période de crise peut avoir sur les équipes et comment relever l'équipe en entier, tant au niveau organisationnel que mental. C'est bon. Première question, comment en tant que manager, on se rend compte que dans son équipe, il y a une perte de cohésion quand on a traversé une période de crise? Pour répondre à cette question, oui, déjà, je vais dire que lorsqu'on parle d'une perte de cohésion, c'est pas seulement entre collaborateurs. On va parler du milieu du travail. Lorsqu'on parle du milieu du travail, c'est le lieu où on exerce le travail. Donc, déjà, la perte de cohésion peut être dans le milieu du travail. C'est-à-dire, est-ce que les ambiances physiques, en médecine de travail, ont pas des facteurs inhérents à la tâche. Donc, si déjà il y a un problème au niveau du milieu de travail, il y a déjà une perte de cohésion parce que les, les collaborateurs qui font face à des ambiances physiques, par exemple, il y a cette table là sur laquelle les gens travaillent et il y a un problème sur cette table et le manager ne trouve pas important de régler si ce problème-là. Il y a déjà, il n'y a pas vraiment l'envie de venir travailler. Ok, Déjà, ça c'est un peu, en fait, le cadre de travail dans lequel on se rend tous les jours, s'il n'est pas déjà aménagé de façon à nous aider à nous sentir bien dans l'environnement de travail, ces genres de problèmes, ça altère déjà la cohésion dans l'équipe. bien sûr. Ça, Oui. ok. Donc, ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, ça concerne maintenant les collaborateurs. Le collaborateur, est-ce que il n'y a pas de conflit entre les collaborateurs? Il faut déjà voir ça. Est-ce qu'il n'y a pas, il y a par exemple des gens qui veulent avoir une promotion ou deux personnes qui veulent avoir déjà le même poste? Tout ça fait que s'il n'y a pas une bonne communication dans l'entreprise, il y aura forcément une perte de cohésion. Ok, d'accord. Donc, la communication est un outil clé dans l'entreprise, dans la cohésion de l'entreprise. Ok. Quel est le rôle, dans ce cas, du médecin du travail pour accompagner les équipes qui traversent une période de crise? Qu'est-ce que le médecin du travail peut faire en collaboration avec, je ne sais pas, l'équipe dirigeante, les RH pour aider les employés, toutes les personnes qui font partie de l'entreprise à être plus investis dans leur travail et à être heureux sur leur lieu de travail?
Déjà, je vais dire que le médecin du travail, son rôle, c'est apporter la santé au travail. C'est faire la promotion de la santé des travailleurs. Et la santé au travail, c'est une discipline, bon, c'est comment, une entité multidisciplinaire. Ça veut dire que c'est pas le médecin du travail seul qui maintient la santé des travailleurs. C'est toute une équipe. Il y a le HSO, le RH, il y a l'infirmier et tout. On y travaille en étroite collaboration Voilà, avec on toutes ces travaille en personnes. étroite collaboration pour toutes ces personnes-là. Et le rôle premier du médecin du travail, c'est la prévention. Ok. C'est la prévention. La médecine du travail, c'est une médecine préventive. C'est pas, on attend que la personne tombe malade pour soigner, mais elle fait tout pour que la personne ne tombe pas malade. Et la première des choses, c'est d'abord identifier les risques. Il faut d'abord identifier les risques dans le milieu du travail, les risques qui peuvent nuire aux travailleurs, à la santé des travailleurs. Maintenant, évaluer maintenant ces risques-là. Après avoir évalué ces risques, tu vois, est-ce qu'on peut remplacer ce qui est plus à risque pour les travailleurs Travailleurs, pas quelque avec chose voilà, de moins, susceptible voilà, susceptibles de donner. d'engager leur santé. Voilà, exactement. Ok. En ce cas, d'après toi, en tant que médecin du travail, comment les crises impactent la santé mentale des travailleurs? Bon, les crises, peu importe comment, c'est l'impact que ça a sur la santé des travailleurs. Souvent, c'est de manière psychologique, mentale. D'accord? Parce que si, par exemple, une entreprise fait face à des difficultés et il faut augmenter la production, c'est sur les travailleurs. Parce que normalement, je prends un exemple tout bête. Lorsque vous êtes assis pendant 30 minutes, vous devez vous lever au moins 5 minutes, marcher avant de... Mais lorsqu'on vous met la pression, vous devez rendre un travail qu'à la matinée. Vous n'aurez pas le temps de pouvoir vous levez tous ces 5, vous allez bien l'esprit. Voilà. Et là, vous courez un risque de des troubles musculo-squelettiques, déjà. Et aussi, psychologiquement, un stress. Il y a un stress qui est là. Si le travailleur n'arrive pas à évacuer ce stress, à la longue, ça peut donner des burn-out. Ça peut même aller jusqu'à à des maladies mentales. Ok. Ça me conduit à te poser une question bien particulière. Dans quelle mesure est-ce que on doit donner la possibilité aux employés de s'exprimer, d'exprimer leurs émotions, leurs sentiments? Parce que, enfin, si je reviens à ton exemple, par exemple, mais l'employé qui doit travailler, par exemple, à la caisse, qui n'a pas du tout de pause ou qui a très, très peu de pause, est-ce que il faut lui créer un cadre où il peut exprimer ses émotions, exprimer que euh, rester tout le temps à la caisse toute la journée, à un moment donné ou dans certains moments, ça le fatigue mentalement, non seulement physiquement, mais également mentalement. Est-ce qu'il faut créer un cadre dans lequel il peut s'exprimer, il peut exprimer ses sentiments, son ressenti? Moi, je pense que c'est même primordial, en fait. C'est pas, on n'attend pas que l'employé se plaigne de sa situation de travail. Mais on peut maintenir, par exemple, bien, on peut instaurer quelque chose dans l'entreprise où chaque mois ou chaque, genre, fréquemment, on demande, par exemple, pour voir un peu comment est-ce que l'employé se sent et qu'est-ce qu'on peut améliorer. Parce que déjà, l'employé, c'est la main d'œuvre, c'est celui qui apporte de l'argent au manager, c'est lui qui apporte de l'argent à l'employeur. Donc, il faut à tout prix préserver sa santé. Il faut à tout prix qu'il se sente tellement bien dans son travail parce que lorsque l'employé elle, se sent bien dans son travail, il est productif. Oui, tout à fait. Parce que prendre un médecin de travail pour une entreprise, c'est bénéfique pour l'entreprise. Il n'y aura pas d'absentéisme parce que lorsque vous ne donnez pas la chance aux employés de s'exprimer, à chaque fois, ils vont inventer des histoires. Ah, je suis malade, je ne peux pas venir aujourd'hui. Et ça, c'est l'absentéisme. Voilà. Et ça cause des pertes pour l'entreprise. Tout à fait. Ok. Cela dit, je me pose une question importante. Si je m'en fie à ton raisonnement,
les employés doivent avoir un environnement dans lequel ils peuvent s'exprimer et avoir l'occasion de s'exprimer. Mais comment est-ce qu'en tant que manager, comment est-ce que je crée l'environnement dans lequel l'employé peut librement venir me dire les choses? Comment est-ce que je fais en sorte, de façon très, très concrète, que l'employé ait tellement confiance en moi qu'il vienne s'exprimer auprès de moi sans crainte? Comment je fais ça? Si vous êtes leader ou si vous êtes employeur, il faut cultiver l'esprit de leadership. Il ne faut pas être un manager, mais il faut être un leader avant d'être un manager. Parce que quand vous êtes un leader, vous savez comment aborder vos employés. Et toute entreprise devrait normalement avoir un médecin de travail qui puisse leur donner des conseils de comment est-ce qu'il faut aborder, comment est-ce qu'il faut communiquer en entreprise. Parce que la communication en entreprise, je veux dire, c'est tout un cours qu'on fait avant de pouvoir savoir comment parler, par exemple, aux employés. Il y a la communication hiérarchique. Euh, Parfois, dans les entreprises, on ne voit pas le manager, mais il vient, on met juste une affiche où on écrit, il faut faire telle chose. Là, où vous êtes d'accord que euh, pour exprimer un ressenti, l'employé sera pas vraiment à l'aise. Alors que si, par exemple, l'employé vient, il organise des séances, il discute avec les gens, comme si c'était vraiment une famille, les gens seront beaucoup plus à l'aise à venir vers eux. Et là, il faut aussi avoir un médecin de travail qui puisse donner, par exemple, les avis, comment est-ce qu'il faut aborder et, les employés pendant les périodes de crise, par exemple, ou bien avant ou après. Ok, ça veut dire que la collaboration entre employeurs et médecins du travail est importante pour permettre aux employés d'être suffisamment confiants pour venir faire leur employeur s'exprimer. Je sais ça. Ok. Euh, Encore plus concrètement, quel type de communication tu recommanderais, toi, pour permettre à un employeur ou un manager, un chef d'équipe, de permettre à son équipe de s'exprimer librement quand ils ont traversé une période de crise? Je donne un exemple de façon très, très concrète. Par exemple, disons qu'une entreprise traverse une période de crise grave qui l'oblige à licencier de façon massive des employés. Forcément, au niveau des employés, il y a une brisure. Ceux qui sont restés ont quand même un sentiment de confiance qui est diminué en leur employeur parce qu'ils se disent peut-être à tout moment je peux sauter, à tout moment je peux partir. Mais quand l'entreprise a traversé cette période où elle a dû licencier beaucoup de personnes et qu'elle revient dans un contexte où elle est plus stable, comment est-ce que moi, en tant qu'employeur, je rassure les employés qui sont encore sur place que les choses vont se passer bien dans le futur? Et je pense que le manager devrait être complètement transparent sur les défis que traverse l'entreprise. C'est-à-dire que si l'entreprise traverse une période de crise, à quel point est-ce que le manager peut euh, être ouvert sur ces questions-là avec ses employés? Est-ce qu'il doit garder de la réserve? Est-ce qu'il doit garder certaines informations? Ou est-ce qu'il doit être complètement transparent sur les défis que l'entreprise traverse? Est-ce que c'est ça qui permettrait aux employés d'être plus motivés? Ou, enfin, comment tu vois la chose? Comment tu penses que je vois la chose? Bon, ça dépend vraiment de ce qui se passe réellement. Et en tant que médecin de travail, moi, je ne peux pas dire que voilà, il faut tout dire aux employés parce que souvent dans certaines entreprises, il y a des choses qu'on ne peut pas dire aux employés. Mais quand même, s'il y a un médecin de travail et que l'employeur prend l'avis du médecin de travail, en fonction de ce qui se passe réellement, le médecin de travail peut donner des, des recommandations. Par exemple, si on sait que en disant telle chose, il y aura moins de stress. Le médecin de travail, c'est la prévention. C'est la santé, en fait. Le médecin de travail, il voit un peu le rendement, mais il voit plus euh, la santé du travailleur. Est-ce que si on dit ça, qu'est-ce qui serait mieux pour la santé du travailleur? Voilà, le médecin de travail aussi peut faire appel à d'autres spécialistes, à d'autres experts. On parle comme de ça, en parlant de faire appel à d'autres experts. Est-ce que tu sais ce que c'est que le team reading? Tu connais les activités de team reading? Oui. Plus ou moins. OK.
Est-ce que tu penses que le médecin du travail pourrait faire appel à des organisateurs de team building, par exemple, pour aider les employés? Oui, bien sûr, parce que je prends l'exemple de certaines entreprises dans laquelle où on met par exemple, des salles de jeu ou dans des salles de sport. Faire des activités ensemble entre collègues, oui, c'est quelque chose qui va plus souder le groupe, qui va faire que euh, si par exemple, je viens d'arriver dans une entreprise et je connais pas vraiment les gens, je serai vraiment réservé dans mon coin. Mais par exemple, s'il y a des activités de team building ou par exemple, on fait du sport ensemble ou bien on donne des travaux à faire en cours, cela fera qu'on aura beaucoup plus d'affinité et quand on va travailler, le rendement sera beaucoup plus. Il n'y aura pas vraiment du stress, il y a une bonne cohésion sociale, on peut tout autre. Ça, en fait, tu m'as demandé sur une question que j'allais te poser. J'allais te demander si tu serais plus activité de team building sportif ou activité de team building plus posée, chill, tranquille dans un, enfin, dans un endroit fermé, plus tranquille, quoi. Bon, Et je suppose que tu es plutôt sportif. bah, tu connais, Oui, oui. tu connais moi, c'est le sport. Donc. Petite anecdote, l'entreprise dans laquelle je travaille, Mais tu me demandes en fait, parce que j'allais te demander un exemple concret. Vas-y, vas-y, vas-y. ok, l'entreprise dans laquelle je travaille, c'est une entreprise où euh, on fait un mois de travail, un mois de repos. Ça veut dire, pendant tout le mois de travail, on est logé, nourri sur une base. Donc, euh, avec tout le stress qui est là, moi, en tant que coach sportif, amoureux du sport et en même temps médecin, je, je fais la promotion du sport. Et quand je commence le sport, je vois comment les autres travailleurs viennent avec moi travailler. Ce qui fait que sur la base, vous êtes enfermé, vous n'avez pas le droit de sortir et tout. Au lieu d'être stressé tout le temps, c'est beaucoup plus fun parce que voilà, on fait du sport ensemble, on mange ensemble. L'école, c'est beaucoup plus fun, quoi. Ok, donc ça veut dire que dans ton entreprise, vous devez être vraiment bien soudés parce que si j'en crois ce que tu dis, vous faites du sport ensemble, vous avez des activités sportives, des activités physiques ensemble et ça permet que l'ambiance au travail soit agréable pour tout le monde. D'accord. Ça me pousse à te poser une question. Est-ce que tu pourrais m'énumérer des pièges ou erreurs à éviter quand on veut organiser des activités comme ça, des activités qui permettent de renforcer l'équipe, qui permettent d'améliorer la cohésion de l'équipe? Quelles sont les erreurs qu'il ne faut surtout pas faire? Bon, des erreurs qu'il ne faut surtout pas faire, il y a rien qui nous vient à l'esprit en même temps, mais je vais dire que il faut pas favoriser une personne à d'autres personnes, par exemple. Ou bien il faut pas favoriser, euh, comment on dit, genre, dans le milieu du travail, les gens sont là par équipe. Il y a par exemple l'équipe des médecins, et l'équipe de santé, il y a l'équipe des montages, HSE, classiquement, voilà. Donc, il ne faut pas favoriser une équipe à une autre. Ou par exemple, si les horaires où on fait du sport, il y a d'autres personnes qui ne sont pas disponibles en ce moment. Lorsque tu favorises que ceux qui sont disponibles et tu ne trouves pas une alternative pour, par exemple, ou faire du sport avec les autres, c'est C'est problématique. voilà, Est-ce que tu pourrais, en cas tu serais d'accord également avec l'affirmation qui dit qu'il ne faut pas forcer ceux qui ne sont pas intéressés, ceux qui expriment qu'ils ne veulent pas participer? Est-ce qu'il faut les forcer? Comment il faut gérer cette situation? Les personnes qui ne manifestent pas d'intérêt. Bon, ici, on a une précision. voilà, on donne des conseils de santé, tout le monde est libre de respecter ou non. Par exemple, je prends toujours l'exemple de l'entreprise dans laquelle je travaille. Vous êtes d'accord que vous êtes dans un milieu où il y a déjà tout. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de sédentarité. Ok, quand tu dis il y a déjà tout, tu veux dire vous n'avez pas besoin de sortir. Genre, vous n'avez pas besoin de Tout sortir. votre quotidien est disponible sur place. Oui, même la lessive, il y a une buanderie, il y a quelqu'un qui fait la lessive et tout. Et donc, euh, on ne dépense pas beaucoup d'énergie. OK. Lorsque vous ne dépensez pas beaucoup d'énergie, vous êtes en train de tuer votre corps parce que vous mangez, vous ne dépensez pas assez d'énergie. À la longue, ça peut donner des problèmes cardiovasculaires. J'ai entendu, c'est toi qui dit. C'est un médecin qui a dit, c'est pas moi. Bon, Ça peut donner des
problèmes cardiovasculaires, du diabète et plein d'autres maladies chroniques. Normalement, bon, là, on ne peut pas forcer ces gens-là. Mais en tant que médecin, je vois que, bon, voilà, il y a telle personne qui ne fait pas du sport. C'est d'abord essayer de parler avec ces gens-là, de la pédagogie en fait, pour leur donner plus de conseils. Mais lorsque je vois que cet état est problématique et que quelque chose peut arriver à cette personne, je prends par exemple l'exemple d'une personne obèse qui est qui est dans l'entreprise, mais qui ne fait pas vraiment ses activités physiques. En tant que médecin, lorsque il va faire, par exemple, une crise d'hyperglycémie ou bien qu'il va faire un malaise aigu, je suis le premier responsable. Donc, si je vois que son état de santé peut être problématique pour moi ou pour l'employeur, je peux faire un rapport sur lui. Voilà. Ok, donc c'est un rapport soumis à l'employeur pour que l'employeur prenne des dispositions. Et dans ce cas, quel type de disposition l'employeur peut prendre? Qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce que, bon, je dis une bêtise, est-ce que l'employeur peut virer cette personne? Bon, virer, non, mais on peut demander des explications, par exemple. Dans ce cas, l'employeur peut l'obliger à participer Bien sûr. aux activités. Bien sûr, parce que euh, lorsqu'on prend, on dit maladie professionnelle, une pathologie professionnelle, maladie professionnelle, c'est une maladie qui survient du fait du travail, qui survient à l'occasion du travail. Lorsque je prends encore l'exemple d'un travailleur qui travaille dans les mines de, je sais pas, calcaire ou de ciment et tout, et l'employeur achète tout ce qu'il faut, combinaison, protection et tout, mais que cette personne n'utilise pas les dispositifs. Lorsque la personne va tomber malade, parce que les maladies professionnelles, c'est des maladies qui surviennent 10 ans, 5 ans, 20 ans après avant de travailler. Et lorsque vous êtes un travailleur déclaré, Oui. et tout, si on prouve que c'est votre travail qui est à l'occasion de cette maladie, l'employeur À l'origine de cette maladie. oui, l'employeur doit maintenant, et l'entreprise doit maintenant supporter supporter les frais, ou la Caisse nationale de sécurité sociale doit supporter les frais. Donc, en prévention. En prévention, voilà, il faut quand même que le travailleur se conforme à ces genres de dispositions qui sont prises. Et s'il n'est pas vraiment, on demande une explication 2 ou 3 fois. Donc, je pense que c'est une raison valable de ne pas prolonger, par exemple, son contrat. Ok. Quels sont les outils ou formations que tu pourrais recommander, formations rapides, formations courtes, je dirais, que tu pourrais recommander aux employeurs pour éviter que leur entreprise traverse ces crises? Comme tu as dit, le risque zéro n'existe pas, mais en fait, il y a des situations qui échappent à notre contrôle. Non, est-ce qu'il y a des formations? Il faut prendre des médecins au travail. Il faut avoir une équipe de santé au travail dans son entreprise pour identifier, évaluer et, comment dire, Limiter substituer les voilà, risques, quoi. les risques professionnels. D'accord. Qu'il faut. Ok. Je dirais qu'on est arrivé à la fin de notre entretien. On a une petite rubrique, le mot faux. Je te pose des questions simples, tu me réponds simplement par vrai ou par faux. Comme aucune explication, rien de particulier. Alors, Une bonne pizza peut résoudre 90% des conflits en équipe, vrai ou faux? Ça, c'est vrai. Ah, d'accord. Bon, next. Bon, Vrai, ok. Une pause café bien animée vaut mieux qu'une réunion de crise. ah, mais les réunions. Vrai ou faux, s'il te plaît? Faux. Ok. Les crises ne surviennent jamais un vendredi, c'est toujours un lundi matin. Faux. Ok. Un manager qui fait des blagues pendant une crise est toujours le plus apprécié. Ça, c'est bon. Mitigé. Ouais. Hmm. Les crises les plus mémorables finissent souvent autour d'un verre. Vrai ou faux? Oh, vrai, allons-y. Les crises gérées autour d'une partie de Mario Kart finissent toujours mieux. Oui. Vrai. Ok. Les équipes qui survivent aux réunions Zoom survivent à tout. Bon, moi, je suis un hater des réunions en tant que quoi. Je sais pas. Je sais pas, ok. Alors, on est arrivé à la fin.
Merci beaucoup pour ton temps. L'échange a été très intéressant. On a découvert plein de choses sur la médecine du travail, notamment, qu'on avait très peu abordé dans le podcast, il me semble, jusque-là. Mais ton point de vue sur la question était très intéressant. Est-ce que tu as un mot de passe, quelque chose à ajouter? Euh, À part le fait qu'il faut collaborer avec des médecins du travail dans l'entreprise. Donc, je pense, je pense que c'est ça, hein. Il faut collaborer avec les médecins de travail. Il faut chercher c'est quoi un médecin de travail parce que de nos jours, là, tout le temps, quand tu te présentes, je suis étudiant en médecine de travail, on demande c'est quoi médecine de travail? Les gens ne savent pas vraiment c'est quoi. Et il y a une différence entre médecin de travail et médecin d'entreprise. D'accord. OK. Bah, j'espère que vous avez pris note. Juste après cette vidéo, vous allez faire des recherches et vous renseigner sur la question. Et n'hésitez pas à le contacter également sur les réseaux sociaux. Euh, Tu donnes tes réseaux sociaux, s'il te plaît. Twitter, Assa Birimi, TikTok, Dr. David Achou et Instagram, Assa de Talk Athlétique. Vous aurez tout ça en lien en description. Non, Et surtout, si vous voulez perdre du poids ou prendre du muscle, écrivez-moi ou avoir des plans de nutrition personnalisés ou un rééquilibrage alimentaire. voilà, on est à la fin de l'épisode. Merci beaucoup de nous avoir suivis. S'il vous a plu, laissez-nous savoir en commentaire. Vous pouvez poser des questions. S'il y a des zones d'encre, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, on se fera un plaisir de d'y répondre pour vous. Oui. Et à la prochaine. D'ici là, gardez votre esprit d'équipe. Bye bye.